d'Algérie du côté français déjà? Il faut dire que la France, à ce moment-là, importait 100% de sa consommation en pétrole de l'étranger. Et donc, avec la découverte de ce pétrole français, donc, on, on devenait, enfin, la France était de moins en moins dépendante, mettons, de l'étranger. En 1962, il n'y avait plus que 80% des besoins de la France en pétrole qui étaient importés. Donc, en 1956, quand on a découvert le pétrole, bon ben, on s'est dit il faut essayer de garder le Sahara. Si on peut garder l'Algérie dans sa totalité française, ce serait parfait. Sinon, ben, On se contentera du Sahara. on se contentera du Sahara. Alors comment est-ce qu'on fait pour garder le Sahara? Ben, là, on a créé une structure que l'on a appelée l'OCRS, donc l'Organisation commune des régions sahariennes, qui est un organisme qui dépendait d'un ministère du Sahara qui a été créé spécialement en 1956, du temps d'un gouvernement socialiste de M. Guy Mollet. Et donc cet organisme avait pour mission de développer donc, la recherche pétrolière au Sahara, mais en même temps, on voulait faire du Sahara une entité distincte. Alors, les pays riverains avaient commencé à obtenir leur indépendance, le Niger, le Mali, etc. Bon, l'Algérie est venue beaucoup plus tard, précisément à cause de ce pétrole. Et on a essayé avec ces pays-là et avec une Algérie qui aurait pu être indépendante, mais une Algérie distincte du Sahara, donc exploiter plus ou moins en commun. Et tant et si bien que l'on a même passé une loi qui a changé le statut juridique du Sahara. Le Sahara, qui était jusqu'en 1956, juridiquement avait le statut de zone saharienne de l'Algérie, sont devenus les départements sahariens français, département français du Sahara. Enfin, on a modifié complètement la structure juridique et c'est avec ce tour de passe-passe que l'on a séparé l'Algérie du Sahara. On a ensuite créé donc, on a fait des lois pour l'exploitation de ce pétrole. On a fait ce que l'on appelle le code pétrolier saharien. Donc, comme son nom l'indique, c'est le code, ce sont les lois qui régissent donc l'exploitation du pétrole au Sahara. Et ce code pétrolier saharien prévoyait entre autres, dans une de ces lois, la possibilité de transporter le gaz et le pétrole saharien à travers l'Algérie. Donc l'Algérie était bien un territoire distinct. C'est ce qui fait que tant que cette clause subsistait, enfin, ou tout au moins cette envie de séparer le Sahara de l'Algérie subsistait, du côté algérien, du côté du FLN, on ne pouvait pas décemment, on ne pouvait pas signer un accord quelconque avec l'État français. Mais est-ce qu'on peut dire que la question pétrolière a pris du temps et a fait que la question de la guerre d'Algérie a duré plus longtemps? Ah ben certainement, certainement. Puisque les découvertes ont eu lieu en 1956. Tout de suite, en janvier 1957, on a procédé donc à cet éclatement de l'Algérie en deux entités distinctes. Et la guerre a continué encore jusqu'en 1962. Et la meilleure preuve, c'est quand le général de Gaulle, le 5 septembre 1961, a déclaré officiellement au cours d'une conférence de presse que l'Algérie faisait partie intégrante, que le Sahara faisait partie intégrante de l'Algérie, que les choses sont allées ensuite très vite. Il a fallu quelques mois pour que l'on aboutisse aux accords d'Évian, qui ont donc scellé l'indépendance de l'Algérie. C'est clair, ça a duré plus longtemps. Il y en a qui disent que ça a duré 2 ans, 3 ans de plus, il y en a qui disent que ça a duré 6 ans de plus. Bon, il est certain que la guerre a duré quelques années supplémentaires. À cause de la question pétrolière. À cause du pétrole. À l'indépendance, est-ce que le pétrole algérien devient indépendant? Pas tout à fait. Sur le plan officiel de la souveraineté, oui. Le Sahara étant donc faisant partie de l'Algérie, donc tout ce qui s'y trouve relevait de la souveraineté de l'Algérie. Mais on a créé donc à Évian un organisme commun, un organisme paritaire au sein duquel les deux États, l'Algérie et la France, étaient représentés à parts égales, que l'on a appelé l'organisme saharien, auquel on a confié la mission de gérer les hydrocarbures en Algérie. Et c'est donc cet organisme au sein duquel
la France détenait 50% du pouvoir de décision qui gérait. Donc il y avait une co-souveraineté. Ce n'était pas l'Algérie toute seule, c'était les deux États en même temps qui géraient ce pétrole. Ça a été ainsi jusqu'en 1965 et en 1965, bon, il y a eu un renouvellement. Avec l'accord d'Alger. Le Sahara étant en territoire algérien, un code pétrolier faisant suite aux accords d'Évian avait réglé entre les sociétés pétrolières et le gouvernement algérien les conditions d'exploitation. Selon ce code, l'Algérie prélevait 50% des bénéfices effectués par les sociétés. Par contre, celle-ci avait la possibilité de différer pendant 5 ans une partie de ses impôts pour établir un fonds de reconstitution de gisements. Ce code pétrolier n'est plus valable à partir du 29 juillet. Il a été remplacé par de nouveaux accords franco-algériens. Ces accords ont été signés hier à Alger en présence de M. De Breuil, secrétaire d'État chargé des affaires algériennes, et M. Bouteflika, ministre algérien des Affaires étrangères. Il a fallu 20 mois de discussion pour arriver à cet accord. Monsieur Abdeslam, le nouveau ministre algérien de l'Industrie, a suivi pendant 20 mois les discussions de ces accords franco-algériens. Nous l'avons rencontré à Alger. Quelle est la portée politique de cet accord entre nos deux pays? Je crois que la portée politique immédiate, c'est que la coopération est en bonne voie entre l'Algérie et la France. Maintenant, par-delà les rapports entre les deux pays, on peut considérer qu'il s'agit là d'une tentative très intéressante d'une normalisation de rapports économiques entre un pays en voie de développement et qui fut colonisé et un pays industrialisé et qui était le pays colonisateur. Le but vers lequel nous tendons, c'est d'arriver à situer nos rapports sur un plan de stricte égalité et dans le respect mutuel à la fois des intérêts, des aspirations et des options de chacun. L'accord d'Alger qui a été signé donc, le 29 juillet 1965, mais qui n'a fait que prolonger cette situation sous un autre maquillage, je dirais. On a supprimé donc cet organisme saharien, mais on a créé, à ce moment-là, on a créé un nouvel organisme que l'on a appelé l'association coopérative. Et comme son nom l'indique, c'était une association entre les compagnies nationales des deux États, une compagnie nationale française et une compagnie nationale algérienne, donc la Sofrepal, qui était une filiale de l'ERAP d'un côté, et la Sonatrach de l'autre, auquel on a attribué une superficie de 180 000 km² qui leur était réservée uniquement à elles deux, à ces deux compagnies-là, et sur laquelle elles pouvaient donc rechercher, explorer, rechercher du pétrole, en découvrir et l'exploiter éventuellement, toujours à concurrence de 50-50, toujours 50% pour chacun des deux États. Donc à nouveau, c'était le même schéma, encore une fois, la co-souveraineté. La différence par rapport à l'organisme saharien, c'est que cette fois-ci, ce sont des compagnies qui étaient en jeu et la Sonatrach, donc la compagnie algérienne, pour la première fois, pouvait intervenir sur le terrain. Donc, ce rôle d'opérateur, ça c'était une avancée quand même importante de l'accord de juillet 65. Alors, on parle de la Sonatrach qui voit jour le dernier jour, enfin, qui naît le dernier jour de l'année 1963. Comment est-ce qu'elle naît, la Sonatrach? Qui c'est qui la veut? Qui c'est qui la veut? C'est l'État algérien, bien entendu, qui veut créer son entreprise. L'idée était dans l'air déjà depuis un certain temps. Il dit il y a du pétrole, bon, pour l'exploiter, il faut un outil. Et cet outil, c'est une compagnie qu'il faut créer, une compagnie nationale. Bon, l'élément déclencheur qui a amené la création de l'entreprise, c'est ce que l'on appelle cette affaire Trapal. Alors, c'est quoi l'affaire Trapal? D'abord, Trapal, elle-même est une association de plusieurs compagnies pétrolières françaises, donc qui travaillaient au Sahara, et qui se sont associées au sein d'un consortium qu'ils ont appelé Trapal pour
transport de pétrole en Algérie, hein, tout simplement. C'est l'abréviation donc de tout cela. Et ce consortium Trapal avait pour mission de construire un nouvel oléoduc, parce que l'oléoduc d'Hassim Messaoud à Béjaïa, Bougie à l'époque, était saturé. Et il fallait donc en faire un nouveau. Et cette entreprise-là devait construire ce nouvel oléoduc. Évidemment, l'étude avait mûri, ce qui avait abouti à la décision donc, de construire cet oléoduc en 1962, à peu près au moment des négociations d'Évian, grosso modo, en avril-mai. Et donc, tout de suite, l'indépendance de l'Algérie, Trapal a présenté une requête, une demande au gouvernement algérien, une demande d'autorisation de construction de cet oléoduc. Des négociations se sont enclenchées entre les deux parties. Les Algériens ont dit « Ok, nous vous accorderons cette autorisation, mais nous voulons 50% de participation dans l'oléoduc ». Les Français ont dit non. D'abord, non, on voudrait être tout seul. Et puis, bon, on veut bien vous accorder 10%. Bon, les discussions traînaient. Et finalement, les Algériens se sont dit pourquoi nous ne le ferions pas nous-mêmes, cet oléoduc. Et pour construire un oléoduc, il fallait un outil, il fallait un organisme pour le gérer, le construire, etc. D'où l'idée de créer la Sonatrach. D'ailleurs, le contrat de construction de l'oléoduc a été signé avec une entreprise britannique avant même la création de la Sonatrach. Il a été signé en 1963, mais bien avant la création de la Sonatrach. Et bon, donc le 31 décembre 1963, la Sonatrach a vu le jour officiellement. Et son but, c'était uniquement le transport des hydrocarbures et la commercialisation des hydrocarbures. C'est même l'abréviation elle-même, Sonatrach, ça signifie Société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures. Donc c'est comme ça que la Sonatrach est née. Alors qu'est-ce qui va changer avec l'arrivée au pouvoir du président Boumedienne après le coup d'État de 1965 ? Vous vous dites de lui que c'est un bâtisseur. Quel rapport avait-il avec l'argent du pétrole ? D'abord, bien sûr, il a tout de suite compris l'importance, enfin, tout au moins la puissance que l'Algérie pouvait détenir, et lui en tant que président, bien entendu, grâce à l'argent du pétrole. Donc, pour renforcer son pouvoir et en même temps, bon, pour développer le pays, parce qu'il a quand même fait des choses dans ce domaine, il fallait donc développer la Sonatrach. Et c'est un peu cela qui explique, si vous voulez, la Sonatrach a connu un grand développement à ce moment-là, enfin, surtout compte tenu du fait que c'était une société en gestation. Le nombre de choses qui ont été réalisées était probablement inférieur au point de vue du volume en argent ou autre de ce que l'on réalise aujourd'hui, mais sauf qu'à l'époque, il y avait un petit noyau de personnes. Aujourd'hui, il y a 120 000 personnes qui travaillent à la Sonatrach. Et donc, voilà, je dis il a été bâtisseur parce qu'effectivement, il a réalisé toute une série de choses, et dans le domaine pétrolier et dans d'autres secteurs. Bon, mais néanmoins, Boumedienne était un dictateur, hein, incontestablement. Et, bon, le pétrole, c'était lui et uniquement lui, hein, l'argent du pétrole. Personne ne pouvait s'en mêler, n'y avait droit de regard là-dessus. Alors vous révélez dans votre livre des côtés méconnus, des aspects de négociation entre les Algériens